décision de ce premier exécutif européen, c'est là une des transformations essentielles. D'autres sont devenus célèbres pour des idées qui étaient en réalité les siennes. Il a constamment été sous-estimé et pourtant, dans l'ombre, il a façonné des décisions qui allaient changer le cours de l'Europe. Dans les années les plus sombres du XXe siècle, Jean Monnet a dessiné les contours d'une Europe capable de se tenir unie et de le rester. Un stratège, un négociateur, l'homme qui a uni l'Europe sans jamais exercer de mandat électif. Voici l'histoire de Jean Monnet, l'architecte discret de l'unité européenne. Bienvenue dans la série L'UE simplifiée, nos pères et mères fondateurs de l'Europe, où nous portons à la découverte des esprits les plus audacieux derrière la construction européenne. Dans ce deuxième épisode, nous nous intéressons au Français Jean Monnet, un homme d'action doté sans doute de l'un des plus grands talents de son époque en matière de réseau et de diplomatie. Cognac, France, 1888. Jean Monnet naît au-dessus de l'entrepôt familial de Cognac dans un air chargé de l'odeur de fruits de chêne et d'alcool qui vieillit lentement. Son père dirige l'entreprise. Sa mère tient les comptes. Et ce n'est pas la politique qui façonne le jeune Jean, c'est le commerce. Les navires que l'on charge sur les quais, les commandes à destination du Canada, les conversations sur les récoltes en France et les clients à l'autre côté des océans. En 1904, à seulement 16 ans, Monnet, impatient de rejoindre l'entreprise, quitte l'école avec la bénédiction de son père et monte dans un train pour Londres afin de travailler pour la maison de cognac familiale. La ville est alors le cœur battant du commerce mondial. Des navires sur la Tamise déchargent des marchandises venues des quatre coins de l'Empire, alors que des accords se conclurent autour de longs déjeuners dans des bureaux enfermés. 2 ans plus tard, en 1906, il traverse l'Atlantique jusqu'au Canada pour représenter sa famille auprès de Hudson Bower Company, leur principal agent en Amérique du Nord. Pour un jeune homme de 18 ans venu du Cognac, c'est un tout autre monde. Brut, agité, rempli d'opportunités, il négocie des cargaisons, règle des différends et découvre qu'en Amérique, le chaos et le progrès peuvent avancer côte à côte. Il en garda une conviction durable. Les vieux systèmes rigides de l'Europe étaient condamnés à se briser s'ils n'apprenaient pas à changer. Des docks de Londres au grand espace du Canada, Monnet retint une vérité qui le guida toute sa vie. Les accords ne se résumaient pas à des chiffres sur une page. Ils reposent sur la confiance entre les personnes. Et si l'on parvenait à gagner cette confiance, alors on peut faire avancer les choses. Mais ce qui façonne véritablement Jean Monnet, c'est la Première Guerre mondiale. À l'été 1914, tout juste revenu de ses voyages au Canada, il se tient à la gare de Cognac et regarde des trains remplis de jeunes Français partir. Ils applaudissent, agitent des drapeaux, chantent la Marseillaise. Ils se dirigent vers le front pour combattre les Allemands. Ils pensent partir couvrir la France de gloire, mais Monnet sait que ce ne sera pas si simple. Il comprend que cette guerre sera longue, brutale, coûteuse et que la France n'est pas prête. Cette idée le hante et elle le pousse à agir. Depuis sa maison de Cognac, il monte dans un train pour Bordeaux où le gouvernement français s'est réfugié face à l'avancée des forces allemandes vers Paris. Pas pour voir des amis, pas pour vendre du cognac, mais pour parler au président du Conseil, René Viviani. Imaginez un peu, un jeune homme de 26 ans, assez audacieux pour entrer et dire au chef du gouvernement que la France n'est pas de véritable plan pour gagner et que son seul espoir est de travailler étroitement et de toute urgence avec la Grande-Bretagne. Alors, forcément, ce coup d'audace échoue, non ? Qui aurait bien pu l'écouter. Et pourtant, c'est là que l'histoire devient remarquable. Il y parvient. Grâce à une relation d'une amie de Cognac, Monnet obtient un rendez-vous avec Viviani. Lors de cette rencontre, il plaide pour une coordination de la logistique maritime avec des Britanniques, pour le partage des ressources et l'alignement de la stratégie militaire, et pour faire passer l'unité avant le nationalisme. Et Viviani l'écoute. Mieux encore, il est impressionné, à tel point que, peu de temps après, Monnet se retrouve dans un autre train en route pour Londres, avec pour mission de mettre en place un organisme franco-britannique chargé de coordonner le transport maritime, le charbon, l'acier et d'autres approvisionnements essentiels. Et c'est exactement ce qu'il a fait. À la fin de 1914 et en 1915, Monnet contribue à établir le Conseil allié du transport maritime, qui devient l'organe central chargé de gérer la marine de marchandises au service de l'effort de guerre. Son travail impressionne les dirigeants français comme britanniques et lui apporte une première preuve concrète. La coopération entre nations peut fonctionner dans la pratique, pas seulement dans la théorie. À la fin de la guerre, il s'est forgé une réputation, celle de l'homme capable de faire travailler ensemble des rivaux et de donner l'impression que c'est presque facile. En 1919, alors que les dirigeants du monde entier se réunissent à Paris pour dessiner l'ordre de l'après-guerre, Monnet rejoint la délégation française. Et une fois encore, il a une idée. Au lieu d'écraser l'Allemagne sous une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser, pourquoi ne pas lancer un emprunt international pour reconstruire l'Europe avec les Allemands comme partenaires ? Pour lui, aider l'Allemagne est dans l'intérêt de tous. C'est une position audacieuse.
Impopulaire à l'époque et, comme nous le savons aujourd'hui, elle ne trouvera pas sa place dans le traité de Versailles. Mais de l'autre côté de la table, le président américain Woodrow Wilson porte au moins une proposition dans le même esprit. Une organisation internationale permanente destinée à empêcher de futures guerres, la Société des Nations. Basée à Genève, elle doit gérer les conflits frontaliers, les crises de réfugiés et même les pandémies comme la grippe espagnole. Exactement le genre de défi qui nécessitait un homme d'action comme Jean Monnet. Et ainsi, à seulement 31 ans, en 1919, il devient secrétaire général adjoint de la Société des Nations, l'un des plus jeunes de son histoire. Du jour au lendemain, il participe à la gestion d'un tout nouveau type d'institution comme le monde n'en avait jamais connu. Mais il y a un défaut. D'abord, les États-Unis de Winston ne parviennent pas à convaincre leur propre population de rejoindre l'organisation. Ensuite, la Société des Nations ne peut agir que lorsque tous ses membres sont d'accord. L'unanimité, en somme, quelque chose que l'on connaît très bien dans l'Union européenne aujourd'hui. En 1923, Monnet quitte la Société des Nations pour sauver l'entreprise de son père, alors en difficulté à cause de la prohibition aux États-Unis. Grâce à son réseau de banques internationales, il obtient des financements, puis devient rapidement vice-président de l'une des plus grandes banques américaines. Il fait fortune, jusqu'au crash de 1929 qui en efface une grande partie. Mais, toujours en mouvement, Monnet revint vers la Société des Nations en 1932, cette fois comme conseiller du gouvernement chinois, chargé de réorganiser les chemins de fer et de stabiliser l'économie. La Chine confirme ce qu'il croyait déjà. La confiance est la monnaie la plus précieuse et la construire entre les cultures est son plus grand talent. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. En 1940, Monnet a déjà passé des décennies à tisser des liens. Dans les banques, dans les conseils d'administration, dans les couloirs du pouvoir. Alors, lorsque la France s'effondre face à l'invasion allemande, il est déjà en contact avec Winston Churchill. Churchill a une mission pour lui, convaincre les Américains, encore officiellement neutres, de se préparer à la guerre, de construire l'industrie militaire dont ils auront besoin, et surtout de construire des avions, des milliers d'avions. Monnet s'installe à Washington et commence à travailler avec des personnes qui ont l'oreille au président. Par leur intermédiaire, il accède à la Maison-Blanche et à Franklin D. Roosevelt lui-même. Il rend souvent visite à Roosevelt, toujours avec les propositions concrètes. Un jour, il arrive avec une simple feuille de papier. Un bilan indiquant précisément combien d'avions seraient nécessaires pour vaincre Hitler et à quelle vitesse l'industrie américaine pourrait les produire. Roosevelt l'étudie, apprécie ce qu'il voit et bientôt, la production aéronautique américaine se met à augmenter à une échelle que le monde n'ait jamais encore vue. Le succès de Monnet à Washington ouvre un nouveau chapitre, cette fois à Alger, en Algérie française. Alger est devenue la base des forces françaises libres qui se préparaient à rentrer au pays. Mais la résistance est fracturée. De Gaulle mène un camp, Giraud un autre, et les dirigeants à travers l'Empire ont chacun leur propre loyauté. Tous veulent vaincre l'Allemagne, mais ils ne sont pas d'accord sur ce que la France devrait devenir après la libération. La méfiance est profonde. Et pour Churchill et Roosevelt, cette désunion est dangereuse. Elle risque d'affaiblir la cause de la France libre et de plonger la France d'après-guerre dans le chaos. Il leur faut un médiateur. Et vers qui se tourne-t-il ? Vers Jean Monnet. Monnet est envoyé à Alger avec une mission. Rapprocher les factions françaises rivales et les transformer en une autorité unique. Il contribue à la création du Comité français de libération nationale, installé dans la ville. Ce n'est pas simplement un bureau de guerre de plus, il doit devenir le gouvernement en attente de la France libre, prêt à prendre le relais dès que les Allemands sont chassés. Mais le comité est fragile. Monnet passe ses journées à négocier des compromis entre gaullistes et girodistes, à calmer des tensions avant qu'elles n'explosent et à s'assurer que la comité puisse parler d'une seule voix aux Alliés. Il coordonne avec les commandants britanniques et américains la manière dont les territoires libérés seront administrés et commence à esquisser la structure d'une administration française d'après-guerre capable de rétablir rapidement la démocratie. Et c'est un tournant pour Monnet. Depuis Alger, face au chaos de la guerre et aux rivalités qui déchirent l'Europe, l'avenir lui paraît clairement. Il faut une nouvelle Europe. C'est là que les idées concrètes de Jean Monnet pour une Europe unie prennent forme. L'existence de la France, surtout aux côtés d'une Allemagne renaissante, ne pourra être garantie que si les deux nations sont liées au sein de quelque chose de plus grand que l'État-nation. Cela signifie transférer une partie de la souveraineté de chaque État à une union internationale. Une union dotée de vrais pouvoirs, capable de mettre en commun la production, de gérer des marchés partagés pour les industries clés, et de tenir bon face aux forces du nationalisme qui ont déjà plongé 2 fois le continent dans la guerre. Lorsque la guerre prend fin et que l'Allemagne est vaincue, Charles de Gaulle dirige le gouvernement provisoire de la France. Monnet, s'appuyant sur la confiance des liens qu'il a construits avec de Gaulle à Alger, se présente comme l'homme capable d'assurer le redressement du pays. Impressionné par ses talents diplomatiques et son sens de négociation, de Gaulle le nomme à la tête du commissariat général au plan avec une mission immense.
reconstruire l'économie nationale. Et à partir de là, Monnet se met au travail, en lançant ce qui deviendra le plan Monnet, un programme ambitieux pour moderniser l'industrie française. La France est maintenant à la croisée des chemins. Si elle s'engage délibérément dans la voie de la modernisation, elle peut augmenter très rapidement sa capacité de production et sa productivité. Ce plan vise à reconstruire et moderniser l'économie du pays, en particulier la production du charbon et de l'acier, afin de rendre la France à nouveau compétitive. Mais pour que cela fonctionne, la France a besoin de charbon. Et pas de n'importe quel charbon, celui du Ruhr et de la Sarre, au cœur de l'Allemagne de l'Ouest. Et cela pose des problèmes, beaucoup de problèmes. La Ruhr est alors sous contrôle allié. La Grande-Bretagne et les États-Unis veulent reconstruire l'Allemagne de l'Ouest le plus vite possible, pour en faire un rempart face à l'Union soviétique. La France, marquée par 2 invasions allemandes en 30 ans, veut exactement l'inverse, maintenir l'industrie lourde allemande sous contrôle strict. Et la Sarre est une région riche en charbon, située juste à la frontière franco-allemande. La France l'administre comme un protectorat et utilise son charbon pour l'alimenter et la reconstruction. L'Allemagne de l'Ouest, elle, la considère comme une partie de son territoire et voit le contrôle français comme une humiliation nationale. Au début de 1950, ces tensions approchent du point de rupture. Monnet comprend que le moment est venu. Le charbon et l'acier sont le nerf de la guerre mondiale, les matières premières des chars, des navires et des canons. Si la France et l'Allemagne les contrôlent ensemble, une guerre entre elles ne serait pas seulement impensable, elle deviendrait matériellement impossible. Dans le plus grand secret, Monnet et une petite équipe du commissariat général au plan commencent à rédiger une proposition pour une communauté européenne du charbon et de l'acier. Une autorité unique et indépendante qui contrôlerait la production de charbon et de l'acier de la France, de l'Allemagne et de tout autre pays prêt à les rejoindre. Et en même temps, ce serait un modèle pour une future Europe unie. Monnet a désormais besoin d'un allié capable de rendre ce plan public. Et cet homme n'est autre que Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères. Schuman comprend immédiatement l'enjeu. Cela lierait la France et l'Allemagne si étroitement qu'une guerre entre elles deviendrait impossible. Il accepte de porter le projet, mais dans le secret absolu jusqu'au jour de l'annonce. L'équipe est parfaite. Monnet, l'architecte qui travaille dans l'ombre, et Schuman, l'homme politique qui porte le projet sous les projecteurs. Vient ensuite l'Allemagne de l'Ouest, le chancelier Konrad Adenauer, désireux de prouver que sa jeune république peut inspirer confiance, accueille favorablement l'idée. Pour lui, rejoindre ce plan est un moyen de retrouver du respect et de la souveraineté sur la scène internationale. L'Italie suit rapidement, y voyant une opportunité économique et une porte d'entrée vers le premier cercle européen. Puis la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg rejoignent à leur tour le projet, des petits pays qui comprennent l'intérêt d'avoir une place à la même table que les grandes puissances. Et ainsi, en quelques semaines seulement, les fondations sont posées. 6 nations, une proposition et une date. Le 9 mai 1950, le jour où Robert Schuman se présentera devant les caméras pour annoncer le plan qui allait changer l'Europe pour toujours. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le plan Schuman est signé par les 6 États le 18 avril 1951. Il devient le modèle fondateur de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Nous tous, Allemands, Belges, Français, Hollandais, Italiens et Luxembourgeois, devenons Européens. Le Parlement européen, le Conseil des ministres, la Commission européenne, même la Cour de justice européenne. Tous figuraient déjà dans la vision à long terme de Monnet. Mais la communauté du charbon et de l'acier est la première pierre, la fondation. La preuve que les nations européennes peuvent partager leur souveraineté et faire fonctionner ce partage. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, aucune guerre n'a opposé des membres de l'Union européenne. C'est sans doute l'une des principales raisons. Mais si la communauté du charbon et de l'acier fut le plus grand succès de Monnet, ce qui survit fut sa plus grande déception. Il pensait que la prochaine étape de l'intégration européenne devait être une armée commune, capable de garantir une véritable sécurité européenne. Monnet fait alors du lobbying discrètement, mais sans relâche. Il convainc le président américain, rallie le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer et obtient l'accord de tous les parlements participants. Tout sauf un, le sien, la France. Lorsque l'Assemblée nationale française vote, le projet ne parvient pas à obtenir de majorité. Le rejet fait l'effet d'une bombe, menaçant de faire dérailler tout le projet européen. Pour Monnet, c'est une défaite amère. En 1955, il démissionne de la présidence de la haute autorité de la communauté du charbon et de l'acier. Mais Monnet n'a pas fini de rêver.
En se retirant des fonctions officielles, il commence à travailler sur une nouvelle idée. Non pas les États-Unis d'Amérique, mais quelque chose d'aussi ambitieux, les États-Unis d'Europe. Il fonde alors la Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, une coalition de responsables politiques, de syndicalistes et de chefs d'entreprise venus de tous les continents. Sa mission est simple: continuer à pousser les gouvernements vers une intégration plus profonde. Le comité devient un moteur informel mais puissant de la politique européenne. Il soutient la création de la Communauté économique européenne et d'Euratom dans les traités de Rome de 1957 et continue de défendre l'élargissement afin de faire entrer de nouveaux membres dans le projet européen. Jean Monnet n'a pas vécu assez longtemps pour voir jusqu'où le projet européen allait aller. Le marché unique, l'euro ou encore une union de près de 30 États. En mars 1979, à l'âge de 90 ans, il meurt à Oujaraï en France. Et c'est une année chargée de symboles. Quelques mois après sa mort, les Européens se rendent aux urnes pour élire directement le Parlement européen pour la première fois, une institution que Monnet avait imaginée des décennies plus tôt. Sa mort est discrète. Il ne laisse derrière lui aucune grande fonction politique, aucun discours d'adieu prononcé depuis un palais présidentiel. Et pourtant, pour ceux qui comprennent le combat pour l'unité européenne, c'est sans doute l'un des plus grands architectes qui disparaît. Monnet a passé plus d'un demi-siècle à travailler non pas pour le pouvoir, non pas pour une fonction, mais pour une idée: que les nations européennes puissent dépasser leurs rivalités et partager leur destin. Depuis l'ombre, il a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être un homme politique pour façonner la politique, qu'un réseau, de la patience et de la persuasion pouvait être aussi puissant que des armées. Sa dernière demeure se trouve au Panthéon à Paris, parmi les héros nationaux de la France. Un lieu à la hauteur d'un homme qui, sans jamais diriger de gouvernement, a contribué à changer le destin d'un continent. Mais cette histoire continue encore aujourd'hui. En 2025, la Comité d'action Monnet a été relancée par une nouvelle génération de dirigeants et de penseurs européens. Il rassemble des personnalités comme Josep Borrell, Guy Verhofstadt, Mario Monti et Klaus Welle, engagés en faveur de l'achèvement de l'Union sous la forme d'une véritable fédération européenne. Cette vidéo est sponsorisée par l'association Jean Monnet, une association créée par des anciens proches et collaborateurs de Jean Monnet. Son objectif est de faire connaître ses idées et de montrer comment elles peuvent encore aider l'Europe aujourd'hui. Jean Monnet pensait que l'Europe devait se construire étape par étape, à travers des projets concrets comme la communauté du charbon et de l'acier. Cette méthode gradualiste visait à unir les pays en les faisant coopérer sur des sujets précis. Spinelli et d'autres fédéralistes, eux, voulaient un processus démocratique pour créer une véritable fédération européenne, et pas seulement une coordination entre gouvernements conservant leur droit de veto. Avec le temps, les fédéralistes ont fini par considérer que les deux approches pouvaient fonctionner ensemble. Des avancées progressives pouvaient mener à une unité plus profonde, à condition que les citoyens restent engagés et continuent de pousser pour une Europe plus démocratique. Voici le deuxième épisode de notre série sur les pères et mères fondateurs de l'Union européenne. Si vous n'avez pas encore vu le premier, allez le regarder pour découvrir Alterio Spinelli, le prisonnier visionnaire, sans armée, sans pays et sans liberté, qui a osé imaginer une Europe fédérale unie. Dans les prochains épisodes, nous explorerons les histoires de Konrad Adenauer, Louis Weiss et Robert Schuman. Alors pensez à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine!